Correction de l'entraînement au DELF B2 2023. Alors, la définition que je vous propose, c'est celle du cofondateur Bill Mollison. La permaculture, c'est une démarche de conception éthique visant à créer des habitats humains durables, alors des habitats humains au sens large, et ce, en imitant le fonctionnement de la nature. Voilà, extrait de la Minute Permaculture, c'était en 2017, un premier élément de définition qu'on va compléter évidemment avec nos invités à l'occasion de la publication de ce livre Permaculture aux éditions Que sais-je que vous signez Nelly Pons. C'est un peu la consécration finalement de signer un livre dans cette collection, non ? Eh bien, c'est ce que dit Perrine dans la préface, Ouais. c'est que la permaculture entre chez Que sais-je, quelque part, elle atteint ses lettres de noblesse et ça raconte quelque chose aussi de là où on en est aujourd'hui, donc c'est très intéressant. Ouais, c'est amusant de regarder toute l'histoire justement en France, Perrine Hervé-Guillet, dont vous avez été l'une des actrices justement. Oui, Et- peut-être même la grand-mère du mouvement, si je peux me permettre maintenant. Et de voir comment ça a évolué aujourd'hui. Oui, je me dis enfin la reconnaissance, et une reconnaissance, j'allais dire plutôt intellectuelle sur le terrain. Je pense qu'on est nombreux à avoir œuvré pour l'agriculture notamment et pour que la permaculture et les principes de la permaculture l'inspirent. Mais intellectuellement, scientifiquement, vous savez, en France, il faut toujours prouver par ces deux biais-là. Enfin, on y est. Ouais, alors justement, ça connaît un véritable engouement en ce moment dans notre pays, partout dans le monde. Ça veut dire qu'on compte de plus en plus de fermes qui se créent chaque année autour de ce principe. Nelly Pons, est-ce qu'on a une idée justement du nombre de lieux aujourd'hui en France ? Alors, selon les données, on parle de entre 100 000 et 500 000 personnes qui auraient suivi la formation initiale en permaculture, le fameux PDC qui a été créé à la fin des années 80. Ça prend pas toujours la forme de ferme, par contre, parce que quand on regarde sur le continent africain ou en Amérique latine, là, on a plus un phénomène de communautés qui vont se saisir de la permaculture, qui va avoir des contours assez flous puisqu'elle va aller rencontrer aussi des techniques et des pratiques locales qu'elle va venir remettre au goût du jour, raviver et enrichir. Donc, les chiffres sont vraiment difficiles à trouver. Par moment, on entend parler de 4000 fermes et projets. Par moment, on entend parler de dizaines de milliers de gens. En France Alors, en France, on est sur une quarantaine de lieux de formation qui sont recensés par l'Université populaire de permaculture. En revanche, j'ai envie de dire, c'est un mouvement qui est presque souterrain, en fait, qui est encore difficile à chiffrer aujourd'hui. Donc ça peut paraître peu quand même, Perrine Hervé-Guillet. Alors on n'a pas de chiffres, et c'est ça, c'est ça la grande inconnue. Alors moi maintenant, je passe mon temps à sillonner ces fameuses fermes, puisque j'aide beaucoup les porteurs de projets. Donc je les vois, ces fermes. Il n'y a pas de mouvement en fait qui les répertorie, qui fasse une synthèse, qui les accompagne. Donc on a un peu une inconnue. La permaculture échappe un petit peu à toutes les chapelles. Elle n'est pas forcément dans le créneau de l'agriculture biologique. Elle est dans l'agroécologie, mais elle va pas forcément dépendre des chambres d'agriculture. Donc on ne sait pas exactement. Et toutes ces micro-fermes, et c'est un peu là la faiblesse du développement du mouvement, elles se débrouillent par elles-mêmes. Finalement, il y a une grande solidarité. Ça ralentit certes la genèse de cette histoire-là, mais quelque part c'est une force aussi, parce qu'avoir eu la force de se développer seul, sans la force d'un réseau, sans la solidarité du réseau, eh bien je trouve que c'est pas mal. C'est la vie sur France Bleu, Géraldine Mayer. Bonjour, la vocation de cette émission, c'est que les témoignages des uns puissent servir aux autres. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux enfants 10. 3 lettres empruntées à la terminologie française. Il y a entre autres la dyslexie, la dyspraxie ou encore la dyscalculie. Ces enfants ne sont atteints d'aucun trouble neuro et quand le diagnostic est posé à temps et que ces enfants sont bien accompagnés, ce sont des enfants
comme les autres. Vous voulez en témoigner pour rassurer d'autres parents qui, eux, peut-être s'inquiètent. 0810 055 056. Jusqu'à 15h, c'est la vie. C'est votre magazine du mieux vivre avec la complicité aujourd'hui d'une neuropédiatre, fondatrice de la Fédération française des 10. Et plus largement encore, ses recherches ont contribué à améliorer le dépistage de ces troubles. Bonjour Catherine Billard. Bonjour. D'où vient votre sensibilité pour le sujet ? Eh bien, de ma vie médicale. Je suis pas tout à fait fondatrice de la Fédération des 10. Je participe au conseil scientifique depuis le début de cette fédération de parents. Dès le début de ma vie professionnelle comme neurologue infantile à Tours, je me suis intéressée à ceux pour lesquels on pouvait faire des choses pour les enfants. C'est une spécialité un peu triste. Et donc, particulièrement à l'épilepsie et aux troubles des apprentissages. Dans votre long CV, vous en parliez de Tours. Il y a aussi le développement de la toute première classe spécialisée pour troubles du langage. C'est une classe qui ressemblait à quoi ? C'est-à-dire que on a fait une première étude qui montrait que sur 20 enfants dysphasiques, il y avait 2 qui savaient lire à 10 ans. Et comme j'ai pour principe de ne pas accepter les choses tant qu'on veut pas aller plus loin, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et le problème est qu'il fallait leur apprendre à lire autrement, en sachant pourquoi eux, dans leur cas particulier, n'apprenaient pas à lire. Et donc, avec l'inspection d'académie et un centre, on a ouvert une classe, la première classe, ça fait très longtemps. Une classe où on apprenait autant qu'ailleurs, mais autrement. Une classe où il y avait un petit groupe d'enfants dysphasique, puis après dyslexique, en fait non lecteur, après un long trajet, et où il y avait une orthophoniste, enfin moi je les ai examinés, il y avait une orthophoniste et on faisait un travail de coopération enseignant-santé qui était très utile. Et la dernière publication sur le sujet, tous les enfants 10 apprennent à lire. Dysphasiques apprennent à lire. Parfois, ils gardent des séquelles à cause de leurs troubles du langage oral, en orthographe, en compréhension, mais en tout cas, ils savent tous lire. C'est parfois même plus facile de leur apprendre à lire qu'aux enfants dyslexiques eux-mêmes. On passe aux histoires économiques. Sophie Fay, janvier, c'est le mois des bonnes résolutions. On connaît depuis quelques années déjà le Dry January, le mois sans alcool. On peut désormais tenter le Veganuary, ne plus manger de viande ou de produits d'origine animale au mois de janvier. Oui, Veganuary, c'est un mot valise comme les Britanniques savent si bien les inventer. C'est la contraction de vegan et de January, janvier en anglais. C'est aussi le nom d'une ONG créée au Royaume-Uni en 2014 et c'est la 2e année qu'elle propose son défi en France avec un partenaire fort, l'association L214, celle qui lutte contre la souffrance animale, en diffusant des vidéos choquantes sur les pires pratiques dans les abattoirs. Et si je vous en parle ce matin, c'est qu'un de mes fils m'a convaincu de m'inscrire à ce programme Veganuary. Pour être cohérente avec les scénarios de l'ADEME dont nous avons déjà parlé, l'Agence de la transition écologique nous dit que pour ne pas émettre plus de CO2 que ce que la Terre peut absorber, nous devons diviser par 2 ou 3 notre consommation de viande.
Le monde d'après avec Cyril Sauvageau toute cette semaine. Marion Lourd, le 18-20. Et Cyril, 7 ans après le référendum sur le Brexit, on en reparle ce soir avec cet accord enfin trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un accord pour mettre fin au blocage sur ce qu'on appelle le protocole nord-irlandais. Ça paraît très technique à première vue. En fait, c'est très important. Essayons d'y voir plus clair, Cyril. Sur quoi Londres et Bruxelles ont-ils enfin réussi à s'entendre ? Eh bien, pour schématiser, cet accord va permettre enfin de mieux encadrer tout ce qui concerne le transport de marchandises entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Désormais, il y aura une distinction claire et sans ambiguïté entre, d'un côté, les produits qui sont appelés à rester au sein du Royaume-Uni et de l'autre, ceux qui vont partir vers l'Union européenne, vers le marché unique via la frontière irlandaise. Or, depuis le Brexit, les Européens et les Britanniques n'avaient jamais réussi à trouver un terrain d'entente sur ce sujet. Si vous avez des ados à la maison, vous connaissez sans doute déjà TikTok, cette application qui propose de poster de courtes vidéos, des scénettes, des danses, etc. Et si vous connaissez pas encore TikTok, il est temps de vous y mettre parce que cette bataille en cours est absolument fascinante. Elle concentre en effet tous les ingrédients du monde d'aujourd'hui, tous ces symboles. Alors on va dresser l'inventaire. Premier ingrédient, le business avant tout. TikTok, c'est une poule aux œufs d'or. 4 ans après sa création, l'application chinoise atteint un chiffre d'affaires faramineux de près de 200 millions de dollars, plus 300% en un an. Elle revendique plus de 700 millions d'utilisateurs, un terrien sur 10, 6 millions de Français, 100 millions d'Américains, près d'un tiers de la population des États-Unis. Alors forcément, ça suscite les convoitises. On comprend que les géants américains se bousculent au portillon. Twitter, puis Microsoft ont manifesté leur intérêt pour prendre le contrôle des activités de TikTok aux États-Unis. Et maintenant, c'est le tour d'Oracle et de Walmart avec la promesse de créer 25 000 emplois. Le centre des convoitises, c'est l'algorithme ultra secret détenu par les Chinois pour gérer les recommandations aux utilisateurs de TikTok.